Est-ce qu'il est projeté sur des trucs, non? Oui. Ah, ok, parfait. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation, c'est très apprécié. Avant de commencer, je dirais aussi, vous ne l'avez pas cité, mais je ne l'avais pas mis dans la présentation. J'ai rencontré des gens dans la salle qui m'ont rappelé cet aspect-là de ma vie. J'étais aussi chez Fort Jeunesse il y a maintenant quelques années. Et en fait, chez Fort Jeunesse, c'est une association qui défend les intérêts des jeunes au Québec. Et on s'est souvent mis du côté des syndicats pour la défense des travailleurs, des jeunes travailleurs. Donc, pour ceux qui connaissent l'association dans la salle, un petit bonjour. J'ai rencontré quelqu'un tantôt qui me l'a rappelé. Donc aujourd'hui, moi je vais vous parler un peu d'immigration et de marché du travail. Avant de commencer, je vais parler aussi un peu de l'organisme que je représente qui s'appelle l'Institut du Québec. À l'Institut du Québec, on est un organisme de recherche socio-économique. On se penche sur les enjeux de main-d'œuvre, sur les enjeux de finances publiques, sur les enjeux de développement économique. Et en fait, notre travail, c'est vraiment de regarder les politiques publiques au Québec et de voir comment est-ce qu'on pourrait améliorer ces politiques publiques-là. Donc, comme on le disait tout à l'heure, je suis économiste principal et je m'occupe spécialement de tout ce qui est enjeu d'immigration. J'aimerais vous... Ah, ça arrive, super. Donc, j'espère que la présentation va rester. Et je ne sais pas pour vous, aussi, avant de commencer, hier, je suis arrivé un peu tard, avec la pluie, le brouillard, j'arrive à l'hôtel, dégâts d'eau, donc pas de chambre. Il a fallu attendre longtemps pour trouver une chambre. J'espère que la présentation va bien se passer. Donc, première chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de vous rappeler un peu, je pense que vous êtes tous au courant quand vous lisez les nouvelles dans vos milieux de travail. J'écoutais un peu les présentations tout à l'heure, Madame la ministre qui est passée avant moi, puis certains de vos collègues qui intervenaient sur les résolutions. Au Québec, en ce moment, on a un marché du travail qui est serré. Donc, un marché du travail où on a des taux de chômage qui sont historiquement faibles, des taux d'emploi qui sont historiquement élevés. Donc, on en parle à tous les jours dans les médias, vous le constatez dans vos emplois. Mais après la COVID-19 qu'on a eue entre 2020 et 2022, cette situation-là a entraîné des changements dans l'économie. On parle tous d'inflation. Hier, l'inflation au Canada, ou avant-hier, elle est sortie, un peu plus faible que ce qui était attendu. Donc, peut-être qu'on commence à avoir de bonnes nouvelles de ce côté-là. Inflation entraîne des difficultés pour vous et moi et aussi pour les entreprises. Donc, on commence à constater un petit ralentissement dans l'économie. Donc, des taux de croissance qui sont proches de zéro. Donc, même si le marché du travail est serré, il va falloir faire attention parce qu'un ralentissement commence à être constaté. Donc, est-ce que ça va continuer ou pas? Ça va être l'une des choses que l'on va découvrir dans les prochains mois. Et par rapport à ce marché du travail-là qui est serré, la première chose que je voulais vous montrer, c'est vraiment le concept de nombre de chômeurs par poste vacant. Au Québec, en ce moment, on a un nombre de chômeurs qui est quasiment égal au nombre de postes vacants dans l'économie. Donc, des emplois que les employeurs veulent pourvoir. Et on peut voir une tendance à la baisse depuis quelques années. En 2015, c'était environ 5 chômeurs par poste vacant. Donc, vous pouvez voir cette courbe-là qui baisse. Vous pouvez voir cette courbe-là qui baisse et qui se rapproche de 1 travailleur par poste vacant, signe que le marché du travail est serré. Mais à côté, vous pouvez voir quand même, comme je vous disais tout à l'heure, les prévisions. Ça, c'est les prévisions qui sont faites par les banques, par le ministère des Finances au Québec et par d'autres organismes. Quand on regarde cette moyenne de prévision, on voit que d'ici 2027, on va revenir à un taux de chômage qui est probablement à 3%. Donc, même s'il y a un ralentissement économique qui s'en vient, le marché du travail va continuer à être serré dans les années à venir. Donc, ça, ce sont des phénomènes que l'on observe sur ce marché du travail-là. Ensuite, le Québec est un grand endroit. Toutes les régions ne sont pas concernées de la même manière par ces enjeux de pénurie de main-d'œuvre-là. Donc, quand on regarde ici, ça, c'est vraiment le nombre de chômeurs par poste vacant. En 2022, la moyenne était à 0,9, un chômeur par poste vacant. On peut voir qu'en Estrie, par exemple, on est à Sherbrooke aujourd'hui. Je ne vois pas très bien, c'est assez loin, mais je pense qu'on est à 0,6. Donc, ces enjeux de pénurie de main-d'œuvre-là sont beaucoup plus importants en général dans les régions que dans le Grand Montréal, par exemple. Donc, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Et pourquoi ces enjeux de main-d'œuvre-là sont beaucoup plus élevés dans certaines régions et même au Québec? L'une des raison qui explique cela, c'est qu'au Québec, on est dans une transition démographique en ce moment. Vous allez le voir, on a une population qui est assez vieillissante, pas beaucoup de jeunes qui arrivent sur le marché du travail, donc ça fait en sorte qu'on a un marché du travail serré. Le Québec est l'une des populations les plus vieillissantes de l'OCDE, donc quand on se compare par exemple au Japon et à l'Italie, c'est des populations plus vieillissantes, mais on est dans cette situation-là. Et donc ici, vous pouvez voir qu'en 2022, pour la première fois dans l'histoire du Québec, la part des 65 ans et plus
est beaucoup plus élevée que celle des 20 ans et moins. Donc cette part-là, elle est à 20%, 20,6% pour les moins de 20 ans, puis 20,8% pour les 65 ans et plus. Donc quand vous disiez qu'on a une population vieillissante beaucoup plus importante que celle des jeunes, puis je regardais un peu la moyenne d'âge dans la salle, qui tourne à peu près à celle du Québec, qui est aux alentours de 42 ans à peu près. Donc on a une population qui est assez vieillissante. Et ensuite, ça c'est vraiment ce qu'on a constaté avec le recensement qui est sorti en 2021. On a essayé de voir la progression de la population au Québec, et les 70 ans et plus, vous pourrez le voir, est la population qui a le plus cru en 2016 et 2021. Plus de 20% de personnes, alors que les 0,24 ans, ça a été 8%, 0,8%. Donc on a une population qui est vieillissante, et c'est ce qu'on peut constater quand on regarde la démographie québécoise. Ici, c'est très intéressant, ce sont des projections que l'on a par rapport au marché du travail. Donc on a un concept d'entrant et de sortants sur le marché du travail. Les entrants, c'est la population entre 20 et 29 ans que l'on suppose est en train de finir ses études, quitte chez papa et maman, etc., puis qui arrivent sur le marché du travail. Tandis que les 55 et 64 ans, c'est les personnes qui sont arrivées en fin de leur carrière et donc qui vont sortir du marché du travail. Et vous pouvez voir que depuis les années 2010 à peu près, il y a plus de personnes qui sortent du marché du travail que de jeunes personnes qui vont entrer sur le marché du travail. Et cette situation-là, elle va perdurer à peu près jusqu'aux années 2030. Donc on est vraiment dans cette situation-là au Québec, où on a plus de gens qui sortent du marché du travail que de gens qui entreraient sur le marché du travail. Donc c'est pour ça, entre autres, que ce marché du travail-là est serré. Et ce qui est intéressant ici, donc, la statistique actuellement, c'est 0,8 personnes. Donc pour les 55-64 ans qui sortent du marché du travail, il y en a 0,8 de 20-24 ans qui rentrent sur le marché du travail. Donc quand on fait la mathématique, tout simplement, mais on se rend compte qu'il y a un manque ici, il y a un manque à ce niveau-là. Et j'oubliais, mais il y aura des questions à la fin, on va se réserver un 5-10 minutes si vous avez des questions. Puis l'autre chose, donc on a parlé de démographie, mais la démographie n'est pas la seule raison qui explique ce marché du travail-là qui est un peu plus serré au Québec. Pendant la pandémie aussi, on a assisté à des déplacements dans l'économie québécoise. Puis avant de venir, j'ai un peu regardé sur le syndicat des métallos, puis j'ai vu que vous étiez dans des secteurs absolument divers, les uns que les autres. C'était assez intéressant. Donc peut-être que vous reconnaîtrez certains des secteurs dans lesquels vous êtes ici. Mais pendant la pandémie, par exemple, en 2019 et 2022, le marché du commerce, le secteur du commerce de détail et de gros a perdu 30 000 personnes. J'entendais des gens parler tantôt des conditions de travail qui peuvent être difficiles dans ces secteurs-là. Le secteur de l'hébergement et de la restauration a perdu 31 000 personnes environ, 30 700 personnes. Pourquoi? Conditions de travail difficiles, opportunités qui se créent dans d'autres secteurs. Donc, ça a entraîné aussi ces déséquilibres-là dans le marché du travail, où certains secteurs aujourd'hui souffrent d'une pénurie de main-d'œuvre qui est beaucoup plus importante que d'autres secteurs. Donc, ça, c'est l'une des conséquences de la pandémie qu'il faut signaler. Un autre aspect très intéressant dans le marché du travail, c'est le concept d'offre et de demande. Donc l'offre et la demande étant l'offre de travailleurs, donc les personnes qui veulent travailler, puis la demande étant ce que les employeurs peuvent offrir comme type d'emploi. Ici, on peut voir en fait le nombre de chômeurs et de postes vacants par niveau de scolarité. Et qu'est-ce qu'on remarque au Québec? C'est que le nombre de postes vacants, donc les emplois qu'on n'arrive pas à pourvoir, est beaucoup plus important dans les secteurs qui ne nécessitent aucune diplomation. Donc des secteurs en général qui sont plus précaires, des secteurs en général qui sont beaucoup plus difficiles pour les personnes qui occupent ces emplois-là. On se rend compte qu'il y a 88 000 postes vacants en 2022, mais il n'y avait que 39 000 personnes qui étaient disponibles pour travailler dans ces secteurs-là. Tandis qu'à l'opposé, on se rend compte que pour tout ce qui est grade universitaire, donc des gens qui ont des diplômes universitaires, le nombre de postes vacants était de 30 000, alors qu'il y avait plus de chômeurs. Donc il y a plus de chômeurs là que de postes vacants, alors que de l'autre côté du spectre, on a plus de postes vacants que de chômeurs. Donc il y a une inadéquation entre l'offre de travail puis la demande de travail. Donc tout ça, ça fait en sorte que on a un marché du travail qui est un peu plus difficile dans certains secteurs. Ensuite, donc, je vous ai parlé tantôt donc, de ce marché du travail-là qui est serré. On a des raisons qui l'expliquent. Première raison, la démographie du Québec, comme on a pu le voir. Deuxième raison, la pandémie est passée par là. Puis il y a aussi des enjeux je réussirai à le dire d'ici la fin de la journée, d'inadéquation du marché du travail.
Mais il y a des solutions qui peuvent être mises en place pour ces enjeux-là dont on est en train de parler. Mais avant de vous parler de l'immigration, qui est l'une de ces solutions, ce n'est pas la seule solution, c'est important de rappeler qu'il y a un ensemble de solutions que l'on pourrait mettre en place, entre autres tout ce qui concerne les enjeux de productivité. Je vous donne un exemple. On a sorti une étude à la fin de l'année 2022 où on pouvait voir qu'en Ontario, on aime souvent se comparer à l'Ontario pour le gouvernement actuellement au Québec, c'est que pour le même milliard de richesses produites, le Québec avait besoin de 17% de plus de travailleurs. Donc, toute chose étant égale par ailleurs, comme on dit souvent en économie, on a une productivité qui est plus faible. On a besoin de plus de travailleurs pour produire la même richesse qu'au Québec. Donc, c'est pour ça, souvent, vous entendez que la productivité est aussi l'une des solutions où le Québec doit s'améliorer pour avoir un marché du travail qui est plus efficace. Mais il y a aussi le fait d'aider, j'entendais tantôt des enjeux d'équité, d'inclusion, etc. Il y a des bassins de population, des personnes en situation de handicap, d'autres personnes aussi, qui sont moins en emploi au Québec. Donc tout ça, ça fait partie des solutions, mais aussi de transformer le marché du travail pour, si nécessaire, et ceux qui le veulent, pour que les sortants, les personnes un peu plus âgées, se sentent le courage et la volonté de continuer peut-être dans leur carrière. Donc tout ça, ça fait partie des choses que l'on pourrait essayer de mettre en place pour améliorer la situation, mais l'immigration est l'une des solutions. Puis vu que je suis l'expert en immigration à l'Institut du Québec, je vais vous parler d'immigration. Donc, la première chose que je voulais vous montrer ici, par rapport à la population québécoise, tantôt on l'a vu en termes de naissance, puis en termes surtout de classe de population, c'est qu'au Québec, en 2022, par exemple, on peut retourner en arrière pas mal dans ce concept-là, la population n'aurait pas cru si on n'avait pas eu d'immigration. Donc, quand vous regardez ici, la petite barre en rouge, l'accroissement naturel, c'était 2300 personnes. Donc, les naissances, moins les décès, il y avait 2300 personnes de plus au Québec en 2022. Mais quand vous regardez l'immigration, c'est 146 000 personnes. Donc, on peut voir que s'il n'y avait pas eu d'immigration, on n'aurait pas eu de croissance de population. Et cette immigration-là, elle est composée à la fois d'immigrants permanents, donc sujet qui revient souvent dans les médias. Vous savez, quand on parle de seuil d'immigration, à 50 000 ou autres, on parle d'immigrants permanents, mais parfois l'éléphant dans la pièce, si je peux l'utiliser comme ça, mais ce n'est pas péjoratif, c'est qu'il y a aussi une immigration temporaire. Donc des gens qui viennent ici avec des permis de travail pour être étudiants, il y a aussi des demandeurs d'asile. Donc ça fait que cette population-là a plus de 146 000 personnes, grosso modo. Sans elle, on n'aurait pas eu plus de gens au Québec. Quand on parle de ces enjeux d'immigration-là, c'est important de démystifier les choses, de bien comprendre les choses. Ici, c'est un graphique que j'aime beaucoup, que je présente souvent. C'est la part de la population québécoise dans le Canada et la part des immigrants que nous recevons par rapport à l'ensemble des immigrants qui arrivent au Canada. La barre en haut, c'est notre population dans le Canada qui, effectivement, est un peu déclinante à travers le temps. En 2003, on était 24% de la population canadienne. Puis en 2022, on est 22% de la population canadienne. Puis ici, vous avez 15%, 15,7%, disons 16%. C'est notre part d'immigrants que l'on reçoit. Sur l'ensemble des immigrants qui arrivent au Canada, il y en a 16% qui s'installent au Québec. Donc le Québec reçoit une proportion d'immigrants qui est plus faible que sa part dans le Canada. Et pourquoi je vous explique ça? C'est que le Québec a des accords avec le Canada qui s'appellent les accords qui concernent l'immigration au Canada. C'est qu'on a normalement la possibilité d'aller chercher notre poids dans la population canadienne. Donc aujourd'hui, le Québec reçoit moins de gens par rapport à son poids. Et comme vous pouvez le voir, entre 2016 et 2018, 2022 à peu près, ça a beaucoup baissé. Donc quand le gouvernement actuel a décidé de geler les seuils et de même de les réduire durant une certaine période, on peut voir la conséquence de ça dans le nombre d'immigrants que nous recevons. Et vous le savez sûrement peut-être, le Canada, quant à lui, a augmenté ses seuils. Donc, on a cette situation-là. Ensuite, en matière d'immigration permanente, important de savoir qu'il y a plusieurs catégories d'immigrants permanents. Donc, on a des immigrants économiques dont l'objectif principal est d'occuper un emploi quand ils arrivent au Québec. Mais ce n'est pas l'objectif principal, c'est l'objectif. Puis, on a aussi ce qu'on appelle le regroupement familial et les réfugiés. Donc, le regroupement familial, quand une personne est installée au Québec, qui devient résidente permanente ou citoyenne, a le droit de faire venir un conjoint, une conjointe, des enfants, des parents ou grands-parents. Et aussi les réfugiés. Mais vous pouvez voir principalement pourquoi je vous le montre, c'est que historiquement, on a toujours reçu plus d'immigrants économiques, donc des gens qui sont là pour occuper un emploi par rapport aux deux autres catégories d'immigration. Et les objectifs du gouvernement du Québec aujourd'hui, c'est d'augmenter ces seuils-là, donc d'avoir de plus en plus d'immigrants économiques par rapport aux deux autres catégories.
Donc, historiquement, c'est un peu comme ça que se comporte l'immigration permanente au Canada et au Québec. Et une fois vous avoir dit ça, il faut bien que ça soit un peu le fun, on va parler des nouvelles dynamiques en immigration. Parce que, historiquement, on a reçu des immigrants permanents, mais depuis quelques années, peut-être que vous le constatez, puis ce sera l'objet du panel que vous aurez tout à l'heure, on a de plus en plus d'immigrants temporaires au Canada et au Québec. Donc, des immigrants temporaires, on va le voir exactement tout à l'heure, qu'est-ce que c'est, puis ça entraîne de nouvelles dynamiques. Ici, le graphique que vous avez ici, on a plein de graphiques. En fait, c'est les flux de population qui entrent au Québec d'année en année, en 2003 et 2022. La barre tout en noir, c'est les résidents permanents, donc les gens qui s'installent ici de manière permanente. Et la barre tout en gris, ici, ce sont les résidents temporaires. Et vous pouvez remarquer qu'à partir de 2016 à peu près, on a une croissance de plus en plus importante de l'immigration temporaire. Entre autres, vous vous rappelez qu'en 2018, on a baissé les seuils. Donc, il y a comme une situation où on a dit qu'on en prenait moins et qu'on en prenait soin. Mais ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'on en a pris plus. Et parfois, ces gens-là étaient plus précaires. Donc, c'est ce qui s'est passé en fait dans la réalité des choses quand on voit ça. Et ici, en 2022, vous pouvez voir, à partir de 2019, s'il n'y avait pas eu la COVID-19, et la COVID-19, frontières fermées, difficulté de voyager, donc c'est clair qu'on ne reçoit plus de monde. Mais si on n'avait pas eu la COVID-19, les flux d'immigration temporaire auraient été beaucoup plus élevés. Mais on constate qu'il y a plus d'immigrants temporaires maintenant que d'immigrants permanents. Ça, c'est un fait qui est très nouveau au Canada, où on a toujours eu, et au Québec, où on a toujours eu des immigrants permanents qui arrivaient sur le territoire, donc c'était bien planifié, on avait des cibles, on savait exactement c'était quoi le profil des gens qui arrivaient, à une situation où maintenant ce sont des immigrants temporaires qui arrivent, c'est beaucoup moins planifié, on ne sait pas vraiment l'année prochaine combien on en aura, puis vous allez voir tout à l'heure que ça entraîne aussi des défis qu'il faut pouvoir comprendre et qu'il faut pouvoir adresser au Québec. Mais, comme je vous disais, plus d'immigrants temporaires actuellement que d'immigrants permanents. Ici, il y a beaucoup de chiffres qui circulent en matière d'immigration temporaire et d'immigration permanente. Donc, je sais que vous lisez tous les nouvelles. Puis, ces derniers mois, beaucoup de gens sur la place publique, autant des chercheurs comme moi, que des gens en politique, que des gens dans la société civile, s'avançaient sur des chiffres de résidents temporaires. Combien de résidents temporaires est-ce qu'on a au Québec? Combien de résidents temporaires est-ce qu'on a au Canada? C'est assez flou, c'était assez flou, parce qu'il y a beaucoup de sources de données pour parler de ce groupe de population-là. Et là, Statistique Canada, il y a quelques mois, nous est arrivé avec une mise à jour de sa méthodologie pour calculer le nombre de personnes qui sont présentes sur le territoire. Et on pouvait se rendre compte qu'en 2023, il y avait environ 471 000 résidents temporaires qui se trouvaient au Québec. Donc, par rapport à l'année d'avant où il y en avait 322 000, c'est une hausse qui est assez importante. Avant de venir, je l'ai calculé, je l'avais mis dans ma tête, mais là, j'ai oublié c'est combien la croissance. Donc, si vous pouvez la calculer pour moi, vous me la direz. Mais vous pouvez vous rendre compte que c'est quand même un taux de croissance qui est assez important sur une seule année. Et au niveau de ces résidents temporaires-là, il y a plusieurs catégories de résidents temporaires. Je vois que je n'ai pas mis la légende, vous m'excuserez. Mais ici, vous pouvez voir, ici c'est vraiment les travailleurs. Donc, tous les travailleurs temporaires, tous ceux qui sont présents au Québec avec un permis de travail temporaire et un permis, juste un permis de travail temporaire. Ici, c'est vraiment le nombre d'étudiants, donc ceux qui sont présents au Québec avec un permis d'études, donc qui ont le droit d'étudier ici, par exemple, à l'université de Sherbrooke, ou dans les cégeps, ou dans les secondaires, etc., etc. Puis ici, c'est le nombre de demandeurs d'asile qui sont présents sur le territoire du Québec à l'instant où on se parle. À l'instant où on se parle, en T3 2023 en tout cas. Puis l'un des phénomènes que l'on peut voir, c'est qu'il y a eu un nombre de plus en plus important de demandeurs d'asile qui sont installés au Québec au cours des dernières années. Vous avez sûrement entendu parler du chemin Roxham, aux alentours de 2016-2017 au Québec et au Canada. Puis ensuite, le chemin Roxham a été fermé au cours des derniers mois, en avril si je ne me trompe pas. Mais aujourd'hui, ça se passe aussi beaucoup au niveau des aéroports, où on a des gens qui viennent au Québec et effectivement qui demandent l'asile pour de bonnes raisons. Pour un grand nombre d'entre eux, la question n'est pas là. Mais le fait, c'est qu'il y a beaucoup plus de demandeurs d'asile qui arrivent sur le territoire du Québec. Et c'est ce qui explique une hausse aussi importante des temporaires avec les autres catégories. Puis ici, c'est une section autre. C'est des personnes qui sont
avec les différents détenteurs de permis. Mais on peut se rendre compte que ces personnes temporaires sur le territoire ont beaucoup augmenté. Et ici, pourquoi je vous ai dit tantôt qu'il y avait beaucoup de sources de données, j'ai beaucoup hésité avant de mettre à cet acte-là dans ma présentation, mais je me suis dit que ça aiderait mes collègues, Mme Champagne, M. Pilon et M. Carvajal, qui vont passer tout à l'heure, parce que c'est souvent ce genre de chiffres-là qu'on utilise beaucoup quand on parle d'immigration temporaire au Canada. Et ici, vous pouvez voir effectivement que depuis 2015, cette immigration temporaire-là, elle a beaucoup évolué. Comme tout à l'heure, je vous disais, c'est vraiment ici ceux qui détiennent le programme. En 2022, il y avait environ 35 000 permis de gens qui détenaient un programme des travailleurs étrangers temporaires, et je pense que vous allez en parler tout à l'heure. Les travailleurs étrangers temporaires, c'est ceux qui viennent au Québec avec un permis de travail fermé. Donc, c'est vraiment un employeur qui avait un besoin qui était clair, qui a démontré que ce besoin-là, une personne au Québec, pour la très grande majorité d'entre eux, ne pouvait pas le combler, donc vont chercher un travailleur qui va être relié à eux. Ces 35 000 personnes environ, vous pouvez voir la proportion. Puis ça aussi, ça nous permet, on va en parler tout à l'heure, un peu de comprendre certains enjeux. Vous avez sûrement beaucoup entendu parler de précarité des travailleurs, de travailleurs qui ont un permis de travail fermé, donc ils ne peuvent pas quitter leur employeur qui pourrait être abusif. Ça vous donne une idée de combien de personnes à peu près il y a et de c'est quoi le pourcentage de ces gens-là. Donc, ils pourraient se retrouver dans cette situation-là. Puis ici, vous avez le programme de mobilité internationale. Le programme de mobilité internationale, c'est aussi un programme de travailleurs, mais qui n'est pas directement relié à un employeur, pour la très grande majorité d'entre eux. Donc ça, par exemple, ce sont les étudiants qui diplôment de l'université Sherbrooke, ici, on parle beaucoup de Sherbrooke, et qui, après, demandent un permis de travail pour rester au Québec, par exemple. Puis il y a aussi d'autres catégories. Mais ensuite, vous avez les étudiants, puis ici, vous avez les demandeurs d'asile. Donc, grosso modo, ce sont ces 4 catégories-là d'immigration temporaire que l'on a, puis c'est le nombre d'entre eux au 31 décembre qui ont un permis pour pouvoir rester au Québec. Ici, ce n'est pas au 31 décembre, c'est un flux. Donc, en 2022, par exemple, on a reçu, il y a 58 000 personnes qui ont demandé l'asile au Québec. C'est ce que ça veut dire. Puis ici, vous pouvez voir qu'en 2015, il n'y avait que 3 000. Quand on dit que ça a augmenté, vous pouvez le constater avec ces chiffres-là. Donc, comme on disait, l'immigration est l'une des solutions donc, aux enjeux de main-d'œuvre. Vous avez pu le voir avec moi, le nombre de personnes que l'on reçoit, comment est-ce que ça évolue à travers le temps. Mais c'est aussi très important de parler de comment est-ce que ces immigrants-là, leurs conditions ont été au Québec pendant les dernières années. Donc, est-ce que ces conditions-là se sont améliorées? Est-ce que ces conditions-là ne sont pas améliorées? Bien, on va le voir ensemble. Première des choses à savoir, là, c'est que, et là, je me rappelle de mon calcul, je vous ai dit, hier, je me suis couché à 2h30 du matin, c'est pour ça que je suis un peu fatigué. mais les immigrants occupent une part de plus en plus importante dans l'économie du Québec. C'est super important de le préciser. Là, en 2013, il n'y avait que 13% de l'ensemble des emplois qui étaient occupés par des immigrants. Et si on parle d'immigrants reçus, d'immigrants permanents, les temporaires ne sont pas pris en considération, sinon ça augmenterait. Puis en 2022, c'est 20%. J'ai regardé mes chiffres avant d'arriver, puis ça, je me rappelle, 4 500 000 emplois à peu près au Québec. 20%, ça vous fait entre 900 000 et 1 million de gens. Fait que s'il n'y avait pas d'immigration au Québec, bien, il y aurait 1 million d'emplois qui ne seraient pas pourvus. Donc, on peut se rendre compte avec ça de l'importance de la présence des immigrants au Québec. Et leur nombre augmente, ils sont de plus en plus essentiels à l'économie québécoise. Puis, ensuite, ici, sur le marché du travail, en général, les économistes comme moi, on regarde quelques indicateurs qui ne couvrent pas tout, il faut se le dire, mais c'est quand même important de regarder quelques indicateurs pour savoir si la situation de ces immigrants-là s'améliore. Et en termes de taux de chômage et de taux d'emploi au Québec, en tout cas, on peut voir que sur la dernière décennie, la situation des immigrants permanents s'est beaucoup améliorée. C'est des immigrants permanents. On peut le voir ici en noir avec un taux de chômage. En 2013, c'était 7,7% des immigrants reçus qui étaient au chômage, alors qu'en 2022, c'est 5,3%. Et on peut voir que l'écart avec les natifs s'est amélioré. Donc cette situation-là s'améliore. En termes de taux d'emploi, est-ce que ces immigrants-là travaillent? Là, on va au-delà des préjugés. On se rend compte que pour
87% d'entre eux sont en emploi au Québec en 2022, alors que pour les natifs, on est à 90%. C'est un écart qui est extrêmement faible et c'est un écart qui s'est beaucoup résorbé en 2013 et 2022. Donc au jour d'aujourd'hui, les immigrants sont moins au chômage et les immigrants sont plus en emploi au Québec. Là, on parle des populations de 25 à 54 ans, qui sont les populations les plus actives sur le marché du travail. Mais pourquoi est-ce que cette situation s'est améliorée? On se pose la question, puis on a quelques réponses. Premièrement, marché du travail serré. Marché du travail serré, on a vu nombre de chômeurs par rapport aux postes vacants faibles. Donc, c'est sûr que les employeurs, on va utiliser les bons termes, faut moins la fine bouche, par exemple. Donc, vous savez, en matière d'immigration, on a des enjeux de reconnaissance des compétences. Parfois, on a des enjeux, j'ai entendu, d'inclusion, diversité, équité, qui font en sorte que c'est un peu plus difficile pour des immigrants qui viennent d'arriver au Québec de trouver un emploi. Donc, avec un marché du travail serré, ce genre de situation-là arrive un peu moins. Mais il y a aussi des changements dans l'immigration dont je vous avais parlé tout à l'heure, immigrants temporaires par rapport à immigrants permanents. On a constaté au Québec et au Canada aussi, qu'il y a de plus en plus d'immigrants temporaires qui devenaient des résidents permanents. Donc ça aussi, c'est un concept intéressant. Quand on vous dit qu'il y a des gens qui s'installent au Québec, ce n'est pas forcément des nouveaux gens qui arrivent au Québec. C'est des gens qui étaient déjà là sous un statut temporaire qui deviennent des résidents permanents. Et pour ces gens-là, c'est des gens qui ont étudié ici. C'est des gens qui ont travaillé ici, donc qui ont déjà des réseaux professionnels, qui ont déjà commencé un processus d'intégration. Donc, leur présence sur le marché du travail est beaucoup plus facile que pour des gens qui arriveraient de l'extérieur directement au Québec pour se trouver un emploi. Donc, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles les conditions de ces travailleurs-là se sont améliorées sur le marché du travail. Donc, marché du travail serré, plus changement dans l'immigration des diplômés étrangers, des travailleurs temporaires qui étaient déjà là, qui fait en sorte que ça s'améliore. Donc, parmi ces raisons-là, on a ça. Puis, en termes de rémunération aussi, on se rend compte que la rémunération des immigrants aussi s'est améliorée. L'une des populations qui a le plus de problèmes à ce niveau-là, ce sont les immigrants récents, ceux qui sont arrivés il y a moins de 5 ans. Puis on peut voir que par rapport aux natifs, un écart de rémunération moyen de 20%, quand même élevé, qui est passé à 13% en 2022. Donc, on a quand même une belle amélioration pour ces gens-là qui sont arrivés sur le territoire récemment. Mais au niveau des immigrants, de manière générale, on constatait une amélioration jusqu'aux alentours de la pandémie, mais on se rend compte que ça stagne. Puis, c'est important ici de vous rappeler, comme je vous disais tantôt, marché du travail qui se resserre. On commence à voir quelques signaux qui pourraient être un peu alarmants en termes de travail et de salaire, mais est-ce que ça va durer dans le temps? On ne sait pas encore, parce que vous savez, quand il y a des récessions, quand il y a des ralentissements du marché du travail, souvent ce sont les populations les plus vulnérables qui sont les premières, malheureusement, à sentir l'impact de cette situation-là. Donc, quand on parle de jeunes, de femmes, d'immigrants, donc il va falloir faire attention dans les mois à venir pour bien comprendre ces phénomènes-là et voir si la situation des immigrants, par exemple, dans ce cas précis-là, se détériorait sur le marché du travail. Mais on constate des améliorations générales. Mais il y a encore, quand vous allez à la marge, c'est sûr qu'il y a encore des problèmes. Là, on parle d'immigrants permanents. Il y a aussi des immigrants temporaires. Pourquoi je ne vous ai pas parlé d'immigrants temporaires? C'est parce que ces données-là sont souvent peu accessibles pour eux. Et c'est l'un des problèmes aussi qu'on a avec les agences statistiques. Et on leur demande, il faudrait qu'on ait des données solides sur leur situation pour pouvoir aussi comprendre de manière plus importante les tendances qui les concernent. Il y a quelques années, ce n'était pas si grave. On retourne en 2015, comme vous avez pu le voir dans ces graphiques-là, il n'y en avait pas beaucoup d'immigrants temporaires. Mais aujourd'hui, vu leur grand nombre, c'est important d'avoir vraiment une idée plus fine de leur présence sur le marché du travail. Donc, on a ça, puis il me reste à peu près 4-5 minutes, puis ensuite, je vais prendre vos questions. Des défis en matière d'immigration. Donc, on a vu que l'immigration pourrait être une solution, on a vu que leur situation s'améliore sur le marché du travail, on a vu qui sont les immigrants qui sont au travail, mais il reste encore des défis, et des défis qui sont quand même importants pour cette catégorie de personnes. Première chose qui ne change malheureusement pas au Québec, puis il y a beaucoup de gens qui se grattent la tête pour trouver des solutions à ça. Madame la ministre n'est plus là, mais je ne sais pas si ses équipes sont là, mais le taux de surqualification des immigrants. Donc ça veut dire quoi? C'est vraiment, est-ce que j'occupe un travail pour lequel mes études, par exemple, disaient que c'est le genre de travail que j'aurais occupé? Est-ce que mes compétences sont vraiment reconnues dans le travail que j'effectue? Puis on voit qu'à travers le temps, ça change très peu. En 2017, 44% des immigrants reçus, donc quasiment une personne sur deux, occupaient un emploi pour lequel elle était surqualifiée, alors qu'en 2021, c'est 43%, quasiment une personne sur deux.
Donc, malgré les améliorations sur le marché du travail, ça n'a pas vraiment changé. Puis, par rapport aux natifs, les natifs aussi connaissent ce genre de situation-là. Les natifs du Québec et du Canada, c'est 27%. Mais tout ça pour vous dire que, bon an, mal an, il y en a quand même 1 sur 2. Il y a 2 fois plus, d'immigrants qui se retrouvent dans des situations où ils sont surqualifiés. Puis vous savez, les histoires d'horreur que l'on entend souvent, ben, c'est l'immigrant à Montréal qui est docteur dans son pays, mais qui est chauffeur, par exemple, de taxi. Donc je caricature à l'extrême, mais c'est ce genre de situation-là que l'on pourrait vivre avec ce genre de chiffres-là. Donc il y a des efforts qui sont faits par les autorités publiques. On essaie de trouver des solutions à ça, mais ça laisse l'un des enjeux. Et en fait, c'est dommage pour l'ensemble du Québec et même pour les immigrants, parce que si ces gens-là occupaient vraiment des emplois pour lesquels ils étaient qualifiés, toutes choses étant égales par ailleurs, ils produiraient plus de richesses, puis ce serait bénéfique pour l'ensemble du Québec. Donc, ça reste l'un des problèmes. Un autre problème dont on parle souvent, c'est souvent le concept de régionalisation de l'immigration. Donc là, on est à Sherbrooke, on est en Estrie, puis je l'ai levé, mais j'avais une acétate qui montrait le nombre d'immigrants qu'on avait par année, par exemple, en Estrie. C'est que la plupart des immigrants qui arrivent au Québec, mais bon, il faut le dire aussi que dans le reste du monde, c'est souvent ça. Mais au Québec, c'est peut-être un peu plus particulier. C'est que 85% des immigrants permanents admis au Québec s'installent dans la grande région de Montréal. Ça, c'était en 2015. Puis là, en 2022, on commence à avoir une tendance, parce que c'est un enjeu qui est souvent revenu. Les autorités publiques essayent de favoriser une immigration en région. Comme on a pu le voir tantôt, on a des enjeux démographiques, on a des enjeux de marché du travail qui sont peut-être un peu plus importants dans certaines régions que dans le Grand Montréal. Donc, des efforts sont faits pour avoir une meilleure régionalisation de l'immigration. On commence à constater une tendance, mais c'est encore 77% du monde qui s'installe dans le Grand Montréal. Est-ce que ça va continuer ou pas? À voir. Et quand on regarde spécifiquement pour les travailleurs temporaires, par contre, là, la situation est un peu différente. Les PTET, donc les permis de travail étranger temporaire dont on va parler tout à l'heure, c'est environ 25% des gens qui se trouvent dans la grande région de Montréal. Pourquoi 25% des gens? C'est parce que c'est souvent des travailleurs agricoles, c'est la transformation alimentaire et c'est des emplois de ce style-là qui sont moins présents dans la grande région de Montréal. Donc c'est pour ça qu'ils sont plus présents à l'extérieur. Moins présent, plus présent, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Mais moi, je me suis perdu dans cette explication-là. Mais sachez que pour les PTET, il y en a un peu plus, il y en a beaucoup plus à l'extérieur de Montréal. Pour les étudiants et pour les PMI, donc les autres types de travailleurs, c'est à peu près pareil à ce que l'on constate pour les résidents permanents. Donc, ça reste l'un des enjeux, puis on travaille là-dessus pour favoriser cette immigration-là. Puis, ce n'était pas arrangé avec le Gars des vues. Il y a un article ici qui a été écrit par une de nos collègues qui se trouve dans la salle. Mais ça me permet très rapidement, je vous ai parlé de beaucoup de chiffres, là, je vous ai fait que vous montrer des chiffres, je me suis dit je vais les ennuyer, les endormir avant que je parte. Fait qu'on va finir sur 2 belles images, puis une discussion sans chiffres à peu près. Mais il y a des défis qui restent au Québec. Et parmi les principaux défis qu'on a au Québec au jour d'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, avec le fait qu'on ait plus d'immigrants temporaires, c'est vraiment une meilleure planification de cette immigration temporaire-là. C'est de savoir qui sont ces personnes-là pour mieux comprendre leurs enjeux. C'est de pouvoir essayer de comprendre dans le futur quels seront ces flux-là. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'entre autres, ça crée des enjeux, vous en avez sûrement entendu parler, des enjeux, mais il faut faire très attention, ce n'est pas à cause de l'immigration qu'on a des enjeux de logement, parce que ces enjeux de logement-là sont structurels et s'expliquent par aussi beaucoup d'autres choses, mais ça crée quand même une certaine forme de pression sur la demande de logement. Donc, et vice-versa, tantôt je vous parlais de régionalisation. Puis moi, je vais souvent dans des conférences où j'ai entendu des histoires dans une petite ville ou dans un petit village, on cherchait des travailleurs temporaires, mais on ne pouvait même pas trouver un logement ou 2 logements. Comment est-ce que l'on peut accueillir du monde à l'extérieur du Québec s'il n'y a pas de logement? Donc, et ça, si on comprend mieux les flux de personnes qui peuvent arriver, on peut essayer de créer les conditions gagnantes pour que ces gens-là, par exemple, s'installent à la région. Donc, quand on parle de logement, quand on parle de services, tout à l'heure, j'entendais certains d'entre vous qui travaillaient dans des CPE, donc services de garde qui sont excusez-moi pour le mot en anglais, overbookés ou je sais pas, surutilisés. Donc, il faut mieux planifier ça pour avoir de meilleurs services, pour avoir de meilleurs logements. Donc, c'est très important. Et aussi, dans les dernières planifications en immigration, la plupart des groupes qui sont passés à l'Assemblée nationale il y a quelques mois, 2 mois environ je pense, pour parler d'immigration permanente, avaient demandé au gouvernement du Québec d'augmenter les seuils d'immigration
à 60 000 personnes, puis d'accueillir des étudiants étrangers de manière déplafonnée. Mais finalement, on a gardé ces seuils d'immigration-là à 50 000 personnes en disant qu'on a beaucoup d'immigration temporaire, puis on va attendre de comprendre ça avant de passer à plus d'immigrants. Mais en fait, l'enjeu, c'est que ces gens-là sont déjà au Québec, puis ils ont des statuts précaires, ils sont temporaires. Est-ce que l'idée, c'est de baisser les seuils de permanents et de rendre ces gens-là plus précaires à travers le temps, ou c'est peut-être de les augmenter le temps que ces gens-là deviennent permanents, puis ensuite peut-être voir. Donc il y a tous ces enjeux-là qui font en sorte que il faut mieux comprendre les dynamiques entre l'immigration temporaire, l'immigration permanente, ces dynamiques-là sur le marché du travail, puis aussi faire en sorte que la précarité que vivent beaucoup de gens, on puisse adresser ces enjeux-là. Donc c'est un peu tous ces défis-là qu'on a aujourd'hui au Québec en matière d'attraction d'immigration, puis c'est un peu ce qu'on a aussi au Québec sur le marché du travail. Donc là-dessus, je pense qu'il me reste à peu près quelques minutes. Si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Bon. Bonjour, Sébastien Rey, la section locale 9291 en Abitibi-Témiscamingue. Il y a deux choses que vous avez dit qui me préoccupent, puis dites-moi si j'ai raison. Le nombre d'immigrants avec des permis temporaires est en forte augmentation. J'ai fort l'impression que les ressources pour accueillir ce nombre d'immigrants-là n'ont pas suivi l'augmentation importante. Puis l'autre chose, c'est, étant donné que la proportion qui était dans les grands centres s'est beaucoup déplacée dans les régions, on sait que les ressources pour accueillir les immigrants sont beaucoup mieux organisées, beaucoup plus présentes dans les grands centres. J'ai également l'impression que ces ressources-là ne se sont pas déplacées vers les régions à la même vitesse que les travailleurs temporaires se sont déplacés. Je ne sais pas si vous pouvez nous éclairer là-dessus. Mais effectivement, ça va un peu dans votre sens. Nous, ce que l'on constate, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, si on veut avoir une meilleure régionalisation de l'immigration, si on veut améliorer cette régionalisation-là, il faut absolument que les services suivent, que les babines suivent la bouche, en tout cas, c'est un peu ça l'expression, mais c'est que ces services-là, ils manquent. Et pourquoi est-ce qu'ils manquent? C'est qu'on n'avait pas prévu. Donc, en 2016, 2015, on n'avait pas prévu cette forte augmentation de l'immigration temporaire. Donc, ça fait en sorte qu'on n'a pas prévu le logement, on n'a pas prévu les services, on n'a pas prévu les ressources dans ce sens-là. Et c'est pour ça, en fait, que nous, on propose des solutions. C'est qu'en fait, en matière de planification de l'immigration, il faut absolument que le permanent et le temporaire s'asseyent dans la même salle d'une certaine manière pour planifier à long terme les flux de population qui vont arriver. Et surtout aussi, il faudrait que l'on décloisonne cette planification de l'immigration pour associer les organismes publics qui sont en lien avec des enjeux comme le logement, qui sont en lien avec des enjeux comme les services d'éducation, de garde, de transport. On a des histoires où, vous savez, il y a des immigrants qui s'installent à la région et qui nous disent « mais je n'ai pas d'automobile ». Puis les services de transport en commun sont très faibles. Alors comment est-ce que je fais pour me rendre de mon emploi à chez moi pour aller chercher mes enfants? Donc la solution, c'est qu'il faudrait que tout le monde se mette autour de la table pour pouvoir proposer des solutions à court et moyen terme pour faire en sorte qu'il y ait les services pour accueillir ces gens-là. Mais effectivement, l'un des problèmes, c'est que, quelle que soit notre volonté d'en accueillir plus et de mieux les accueillir, on manque de services et de logements en ce moment dans certaines régions du Québec. Merci. Oui. Oui, bonjour. David Morin, section locale 8644. Je représente les travailleurs de Chantier Chibougamau à Chibougamau. Moi, mon intervention, c'est quand on parle des migrants temporaires, des migrants permanents. Moi, j'ai des immigrants temporaires avec des permis fermés, là. Mais je veux dire, ils vont être permanents. Ils s'en iront jamais. S'ils s'en vont là, demain matin, on ferme la shop. Là. C'est 25 % de ma main-d'œuvre, de mes travailleurs que je représente. Puis ce pourcentage-là va être en augmentation. On l'a vu avec les tableaux de vieillissement. Là, et j'ai 3 sur 4 des départs qui sont à peu près comblés par ça. Là. Fait que
on va-tu, c'est quoi le plan du gouvernement? Ils ont-tu une vision pour un moment donné? Ils vont-tu lui renouveler le permis pendant 30 ans de temps, puis lui dire dans 30 ans, bien, merci beaucoup de votre contribution, ramasse ton fonds de pension, ta retraite, tes actifs que tu as gagnés ici, tes propriétaires, vends ça, vends tout, vends le char, vends la maison, puis retourne aux Philippines, merci beaucoup. On a d'autres jeunes Philippins qui vont rentrer pour les 30 prochaines années. C'est ça le plan? Et effectivement, comme vous êtes en train de le décrire aujourd'hui, on a de plus en plus des besoins qui font en sorte qu'on a des immigrants temporaires, donc les gens avec lesquels vous travaillez, que vous décriviez, qui sont au Québec, qui occupent un emploi qui permettent de combler des besoins. Et votre question, qu'est-ce que le gouvernement va faire? Malheureusement, je ne suis pas à leur place pour pouvoir vous le dire de manière claire, mais ce que les intervenants en général essaient de proposer des solutions. Et les solutions qu'on proposait, par exemple, à la dernière consultation en immigration, c'était justement d'augmenter les seuils de permanence pour permettre à des gens, comme vous le dites, et d'arranger, parce qu'il y a des critères aussi pour accéder à la résidence permanente qui font en sorte que parfois certains ont plus de difficultés, mais de faire en sorte que ces gens-là qui sont déjà au Québec, qui travaillent au Québec, qui sont intégrés au Québec, qui parlent le français, puissent rester au Québec s'ils le désirent, parce que sinon, après, on crée cette boucle-là dont vous parlez, de précarité, où à tous les 2 ans ou à tous les 3 ans, il faut changer son permis de travail, puis on ne sait jamais dans 2 ans où est-ce qu'on sera, puis on ne peut pas se projeter dans l'avenir. Donc, ça crée des enjeux, puis on essaye d'influencer les politiques publiques gouvernementales pour faciliter la transition vers la résidence permanente de ces gens-là, parce que ils sont déjà au Québec et puis ils contribuent positivement au Québec. Merci. On va prendre une dernière intervention, dernière intervention, puis après ça, on va passer au panel. Oui, Estime S, dans la section locale 95-82. Monsieur Diallo, merci pour votre exposé. Dans votre courbe, tout à l'heure, tu nous as montré en 2015, le pourcentage des immigrants dans le Grand de Montréal était à 85%. Et on remarque en 2022, la courbe descend vers le bas à 77%. Et alors, ma question, est-ce que cette diminution qu'on voit, ça veut dire, ça peut être en 2026, ça peut être allé à 50%. C'est à cause le coût de la vie qui est dans le Grand Montréal qui permet que les gens sont éparpillés ailleurs. Et tout à l'heure, dans votre introduction, tu nous as dit que le logement, c'est une crise structurelle. Moi, je pense que lorsqu'on n'a pas assez de logements, et au fur et à mesure qu'on reçoit beaucoup plus de monde et qu'il n'y a pas de logement pour les recevoir, donc alors ça peut permettre de créer au moins une vie qui est beaucoup plus chère et qui permettent que ces gens-là ils peuvent éparpiller ailleurs. À Montréal. Effectivement, peut-être que je suis passé assez vite. L'une des raisons qui expliquait le 85 au 77%, c'était les bons chiffres, je suis content, vous avez bien regardé, vous avez bien noté, c'est que, comme je vous disais, il y a plus de temporaires qui s'installent au Québec pour devenir des résidents permanents. Et les temporaires sont un tout petit peu plus présents en région. Donc, quand on parlait des PTET, des gens qui travaillent, l'entreprise dont on parlait tout à l'heure, de certains étudiants, donc vu que ces gens-là sont déjà en région, quand ils restent au Québec comme permanents, ils restent à la région parce qu'ils ont déjà découvert l'endroit où est-ce qu'ils vivent et ils veulent rester là. Donc c'est pour ça aussi que la transition des temporaires vers le permanent permet aussi d'aider à cette régionalisation-là et ça explique qu'on passe de 85 à 77 parce que si vous étudiez à l'Université de Sherbrooke par exemple et que vous devenez résident permanent après, la probabilité de rester à Sherbrooke est importante. Donc ça c'est l'un des faits, mais le deuxième aussi, vous avez raison, c'est qu'aujourd'hui on a des pressions conjoncturelles qui font en sorte qu'effectivement ça coûte plus cher de se loger à Montréal. Donc le fait que ça coûte plus cher de se loger à Montréal, ça fait en sorte que certaines personnes décident de sortir de la grande région de Montréal pour découvrir d'autres endroits. Donc c'est malheureux, par contre, de devoir faire ça, parce que le coût du logement augmente, mais c'est l'une des raisons qui l'explique. Donc, situation économique fait en sorte qu'il y a des incitatifs à aller à la région, en tout cas des désincitatifs à s'installer à Montréal, mais aussi structure de l'immigration qui change, qui fait qu'on a plus d'étudiants, plus de travailleurs temporaires qui étaient déjà à la région, et donc qui décident de rester à la région. Merci. Merci beaucoup.